t'es tout le temps, t'as une sorte d'adrénaline énorme parce que en solo, tu vois, le moindre pépin technique, il peut être très très dur à gérer tout seul. Quand même vraiment l'impression d'être tout le temps sur le fil du rasoir et il est forcément plus fort en termes de temps à l'arrivée, quoi. Euh, Tu vas savoir que si tu tombes à l'eau, bah, si tu tombes à l'eau et que t'es pas accroché, c'est fini pour toi. S'il faut réparer un truc, monter en tête de mât, bah, à deux, c'est faisable. Tout seul, c'est beaucoup plus chaud. Enfin, tous ces trucs-là font que le solitaire, c'est vachement plus grisant, quoi. J'ai été stressé, mais pas forcément pour les mêmes raisons que la première fois. En 2015, tu vois, j'avais une boule au ventre, mais t'imagines même pas. Je pouvais plus rien manger à partir de 48 heures avant, mais j'étais noué. J'avais le ventre noué, mais en permanence. Et je suis capable, quoi. S'il se passe un truc, un problème technique, comment je vais faire pour réparer, mais je vais savoir où aller. Enfin, juste une heure tu vois, il n'y a pas de comment je fais ma stratégie. Est-ce que je vais me tromper? On va se moquer de moi quand les gens vont voir la route que je fais sur la carte. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Nicolas Destet. Salut Nico. Salut Père. Est-ce que Nico, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Ouais, donc je m'appelle Nicolas, moi j'ai 28 ans. Je travaille dans le conseil à Paris et en parallèle de ça, j'ai pas mal de projets bateaux, de course au large en solitaire. Ok, et du coup, en particulier, le dernier projet que tu viens de terminer s'appelle comment? Donc je viens de terminer, ouais, la mini transat. Donc c'est une course en solitaire sur des bateaux de 6,50 m, course transatlantique. Et la particularité de cette course, c'est que c'est une course absolument sans aucun moyen de communication avec le monde extérieur. Et donc c'est la deuxième fois que je participais et c'était, ouais, donc entre La Rochelle et la Martinique. Ok. Et alors, explique-nous un peu comment ça commence la voile chez toi. C'est quoi le tout début? Le tout début, c'était beaucoup de vacances en famille en Bretagne, mais vraiment de la croisière, parce que j'ai des parents qui aimaient ça, mais sans en faire vraiment de compétition, quoi. Donc c'est comme première fois que je pourrais pas dire la première fois que je suis monté sur un bateau, hein, ça remonte à très très loin. Ensuite, j'ai fait 2-3 séjours au Glénan. Euh, Puis après, je me suis un peu intéressé à la régate. J'ai participé au Trophée des lycées 3 fois. Après, un peu de régate en IRC, donc en équipage régate côtière. Et enfin, et après, je me suis lancé du coup vraiment dans la course au large en solitaire à l'occasion de la Mini Transat 2015. Et donc là, je pense que j'ai vraiment j'avais un doigt et j'ai mis tout le bras, tout le bras dans l'engrenage à ce moment-là, et le virus m'a pas vraiment quitté depuis, quoi. Ok, donc depuis la fin de tes études, tu commences déjà à imaginer tout un scénario dans lequel tu peux à la fois travailler et à la fois te consacrer du temps à ce projet voile. Pas tout à fait. C'est venu assez progressivement. En fait, la graine de la mini transat, en fait, elle a été plantée quand j'avais 12 ans. En fait, il y a une amie de la famille qui s'appelle Isabelle Yoshke, qui du coup, elle, a participé à la mini transat en 2005 pour la première fois. Et Ok. donc moi là, j'avais 12-13 ans et j'étais absolument. On est allé la voir au départ de la mini et à ce moment-là. Moi, c'est bon, j'avais décidé en fait que je voulais faire ça plus tard, quoi. Donc, mes parents m'ont un peu calmé en me disant qu'il fallait que non seulement que je sois majeur avant de le faire, mais il fallait que je fasse mes études. Et du coup, ce rêve a mûri lentement jusqu'au moment où, à la fin des études, je me suis lancé à temps plein là-dedans, en fait, pendant 1 an et demi. Donc, où tous mes copains d'école en fait sont allés travailler et moi j'ai pris mon aller simple pour Lorient où du coup j'ai fait du bateau pendant 18 mois, ouais, pour préparer la mini transat
Et c'est en fait à la fin de cette première mini que je me suis dit que je voulais pas forcément me lancer à temps plein dans la course au large tout de suite et que je pense qu'il y avait des choses à apprendre à commencer une carrière professionnelle plus classique. Et du coup, là, j'ai pris un travail à Paris à temps plein. J'ai tenu 2 mois et au bout de 2 mois, j'ai décidé de refaire la mini transat une deuxième fois. Donc, voilà. Et c'est là, du coup, c'est comme ça que je me suis mis à faire les deux en même temps. En fait. Ok, 2 mois à peine. Quand tu me dis que tu as passé 18 mois à faire de la voile, c'est 18 mois à temps plein ou est-ce que tu étais déjà en train de faire autre chose à côté, peut-être un travail alimentaire, comment ça se passait? Non, non, donc enfin, c'est une bonne question. Ouais, j'ai fait des petits boulots, mais globalement, je faisais vraiment que ça. Enfin, moi, j'avais 22 ans. Et à 22 ans, en fait, j'avais évidemment jamais fait de bateau tout seul. J'avais évidemment pas vraiment navigué en mini. Enfin, je partais vraiment de zéro. Donc, 18 mois, en fait, c'était pas trop pour franchir toutes les marches qui mènent au départ de la mini transat, quoi. Donc, j'étais bien content d'avoir tout ce temps-là. J'ai fait un gros chantier sur le bateau que j'avais racheté pour le remettre en état. Il y a eu pas mal d'entraînements. Non, all in all, je pense que 18 mois, c'était pas trop pour préparer ça, quoi. Et Ok, surtout que c'était en prototype, hein, donc c'est des bateaux qui sont hyper compliqués à manier tout seul. Euh, et donc, ouais, j'étais bien content d'avoir tout ce temps pour tout préparer. ok. Et toi qui donc as passé 18 mois à faire ça, tu as également progressé. Comment tu progresses dans ce genre de situation? Est-ce que tu as un coach? Est-ce que tu fais confiance à quelqu'un qui va t'aider? Ouais, donc moi j'étais à Lorient et du coup il y a tout un écosystème de course au large à Lorient qui est vraiment pour moi la capitale française de la course au large en solo et donc du monde parce que c'est un sport qui existe que chez nous ou presque. Et donc dans cet écosystème il y a un certain nombre de fournisseurs et aussi un entraîneur qui s'appelle Tanguy Le Glatin avec qui je me suis entraîné en fait dès mes débuts en 2014 et donc j'ai beaucoup progressé grâce à lui. Euh, et donc ouais, surtout l'aspect technique et l'aspect vraiment navigation, comment faire marcher le bateau le plus vite possible tout le temps. Lui, c'est vraiment avec lui que j'ai travaillé cet aspect-là. Ouais. Après, le circuit mini, en fait, est construit de telle manière à ce que tu progresses en fait très naturellement et progressivement entre le moment où tu te lances et où tu sais rien faire et le moment où tu pars traverser l'Atlantique tout seul en fait. Parce qu'il faut faire des courses de qualification, il faut valider un certain nombre de critères et donc ces critères en fait constituent la préparation à la mini. Quoi. Donc c'est assez bien fait en fait comme ça. Et alors, comment tu fais sur un CV pour décrire ça? Tu as une ligne en particulier tu sais, la fameuse question de vous avez fait quoi pendant 9 mois là? C'est quoi ce trou? Bah ouais donc bah oui effectivement quand j'ai commencé quand je suis arrivé à Paris fraîchement revenu de cette expérience-là j'ai dû quand même expliquer pourquoi il y avait un trou entre 2014 et 2016 et donc là les gens en fait donc oui j'explique ce que j'ai fait et c'est vraiment et du coup c'est un peu dans tous mes entretiens c'était forcément j'en parlais et du coup c'est pas neutre c'est-à-dire qu'il y a des gens que ça rebute il y a des entreprises juste qui aiment pas quelqu'un qui a pris 2 ans pour suivre un peu sa passion et donc quelque part ces employeurs là ils voulaient pas de moi, mais du coup, j'étais pas sûr vraiment de vouloir d'eux non plus. Et il y a l'autre type d'employeurs qui, du coup, en cours, enfin, sont très contents d'avoir des gens qui sont passionnés et qui suivent leur rêve et que ça dérange pas d'avoir des gens au parcours un peu moins classique. Donc finalement, c'est construction chez un employeur comme ça que je suis allé. Et c'est en plus de ça, sans imaginer que 2 mois après, tu leur ressortes encore un nouveau dossier. Pour info, je me relance. Après, ma décision a été prise ouais, en 2000, début 2017, quoi. Le bateau, je l'ai acheté fin 2017, voire début Ok. 2018. Donc, il y a eu quand même un an où je savais que j'allais me lancer là-dedans sans vraiment qu'il me prenne trop de temps, finalement, parce que j'avais pas encore le bateau. Donc, ça a été aussi encore assez progressif.
Est-ce qu'il y a d'autres comme toi dans la société qui ont des temps aménagés ou qui ont des arrangements, on va dire, parce qu'on en reparlera après du détail, mais peut-être pour d'autres sports? Euh, Pas à ma connaissance. Je suis sûr que ça existe, mais pas à ma connaissance, en tout cas au bureau de Paris. Donc, je fais du conseil, hein, comme toi, du conseil en stratégie d'entreprise. Et c'est paradoxalement en fait un super métier parce que alors quand on bosse, on est à fond. Mais comme on travaille par mission, en fait, entre deux missions, bah, en fait, je peux très bien poser 1, 2, 3 mois de vacances, parfois 4 ou 5 même pour la mini transat en soi. Et en fait, ça pose de problème à pas grand monde parce que bah, je manque pas dans la mission, parce que juste ils staffent d'autres consultants et pas moi en fait pour la mission. Donc, quand on est dedans, on est à fond, mais en revanche, entre deux missions, ça laisse pas mal de temps pour faire des projets perso. Ouais. Et alors, parlons-en un peu de ce temps et cette combinaison. Donc, tu t'inscris. Alors, déjà, la première, c'était plein temps, tu m'as dit, et tu y passes combien de temps dans la semaine sur ce projet-là? Oh, voilà, j'étais un abruti. Ça frôlait l'overdose à la fin. En fait, j'étais 7 jours sur 7 sur le projet, hein. Donc, soit à bricoler sur le bateau, soit à naviguer en mer, soit à essayer de trouver des sponsors. Mais en fait, tous les jours se ressemblaient. J'avais pas vraiment de coupure ou un rythme, tu vois, de semaine week-end, quoi. J'étais vraiment all-in. Ce qui fait qu'à la fin, ouais, all-in. Mais vraiment, mais sans jamais s'arrêter. Donc les samedis soirs, en fait, j'étais plus content d'aller poncer la coque de mon bateau pour préparer que d'aller boire des coups. Enfin, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Et donc pas du tout de rythme comme la logique le voudrait, quoi. Euh, donc ouais. Mais pourquoi? Parce que tu étais stressé que ça n'y arrive pas ou parce que tu avais besoin de t'assurer que certaines choses avancent? Bah, un enthousiasme sans borne, quoi. Enfin, je réalisais le rêve que j'avais en tête depuis mes 12 ans. Donc pendant 10 ans, j'ai attendu ce moment. Donc ouais, pour moi, les 18 mois de préparation, c'était un rêve. C'était complètement je vivais le rêve, quoi. J'étais à Lorient, tu vois, autour de toi, il y a que des stars. Oui, tu as raison, parce qu'il y a l'échéance qui fait que tu te prépares au truc, mais avant tout, je vivais le rêve. Enfin, c'était trop bien, quoi. Alors, du coup, imaginons que on prenne une semaine classique de cette période-là. Tu fais quoi le jeudi dans la semaine? Alors ça dépend, après c'est des cycles annuels, hein. Donc tu vois, les mois de janvier à mars ressemblent pas du tout aux mois de mai à juillet. Donc si on prend tu vois, l'intersaison, genre avril, bah, le bateau il est déjà à l'eau, donc tu navigues 2, 3 jours par semaine. Tu bricoles peut-être 2 jours par semaine. Et du coup, le jour ou deux qui te reste, tu fais un peu, tu fais de la recherche de partenaires et de la gestion de projet un peu au sens large, tu vois, donc toute la partie administrative aussi qui est aussi présente. Euh, mais il n'y a pas vraiment de rythme, hein. Tu vois, dans l'année, ça change beaucoup. Les mois d'hiver, du coup, tu bricoles plutôt 4, 5 jours par semaine. Euh, et, euh, et plus l'administratif, si tu peux pas naviguer sur ton bateau. Donc ça bouge pas mal, quoi. Ok. Comment tu trouves les financements pour faire ce type de projet? Pour quelqu'un qui veut se lancer, tu vois, typiquement, comment tu fais? Typiquement toi. Euh, donc bah en fait, faut vraiment je pense que la clé, et je suis pas le mieux placé, hein. Je pense qu'il y en a qui font ça mieux que moi. Parce que j'ai réussi à trouver des sous un peu en 2015, mais là, sur toute la dernière campagne, là, en 2019, j'étais sur fonds propres. Donc tu vois, donc je suis pas la meilleure personne pour parler de ça, mais en fait, la clé, c'est de se mettre à la place des gens que tu démarches et à te demander en fait quel est leur intérêt. Je pense que si tu arrives vraiment à répondre à cette question-là, déjà tu pars sur des bonnes bases. Donc, ça c'est la base. Et ensuite, il faut aussi trouver en fait l'histoire que tu veux raconter à ces gens-là à mettre en face de leur intérêt. Tu vois, donc il y a vraiment, c'est pas évident. Peu de gens arrivent à en vivre en fait dans le monde et même en France.
Donc en fait, ça fait vraiment partie du métier, c'est porter, porter son projet et vraiment aller vendre, aller lever des fonds. En fait, c'est hyper entrepreneurial en fait la partie en amont de monter un projet. Et c'est très dur. Et c'est très long. Tu disais que tu as participé à l'édition en 2015, ça veut dire que tu as commencé à te préparer en 2013, si je me trompe pas? Ouais, en fait, j'ai fini mes études en fait en 2014. En juin et en fait je suis sorti de l'amphi et j'ai même loupé la cérémonie de remise des diplômes pour aller participer à la course du mini Fastnet en 2000. Donc tu vois, Ok, j'étais avancé jusque là quoi. ok. Bon, et donc ensuite, il y a 2 ans de répit entre 2015 et le moment où tu te relances, où tu souhaites te relancer en Ouais, 2017. ouais, c'est ça. Donc là, t'es full-time, je suppose, consultant, en tout cas sur Ouais. ta vie pro. Comment ça se passe du coup, le changement tu vois, comment ça s'est passé à partir du moment où tu as décidé, que tu as annoncé à ton employeur que tu voulais participer une deuxième fois? Qu'est-ce qu'il a fallu faire comme démarche? En fait, je lui ai dit très très tard, hein, en fait, j'ai pas vraiment. En fait, quand j'ai acheté le bateau, moi, je voulais déjà faire juste un an, savoir si j'allais survivre ou pas en termes de rythme. Et tu vois, j'ai pas acheté le bateau en me disant je vais faire la mini. Je peux acheter le bateau en me disant je vais faire du mini, donc juste du bateau, participer à des courses en fait en 2018, notamment les Sables, les Açores, donc un aller-retour aux Açores en solitaire. Et Ok. déjà savoir si ça allait marcher ou pas, parce que les horaires, en fait, on finit quand même tard le travail la semaine. Donc s'il faut aller s'entraîner le week-end, aller faire un entraînement de nuit entre samedi 15h, dimanche midi, et s'endormir et reprendre le train pour rentrer dimanche soir à 23h à Paris, c'est pas hyper sustainable quand même comme rythme. Ouais. Donc vraiment j'ai tenté le truc, j'ai pas forcément tout de suite parlé de la mini transat, je me suis vraiment juste lancé un objectif d'un an et avec cette course aller-retour aux Açores. Ok. Et après du coup ouais, ça impose une discipline, enfin porter les deux de front. En fait, c'est vraiment pas évident. Donc, ça demande une vraie discipline. Ça demande aussi, c'est énormément de sacrifices sur sa vie perso. Et à la fois sa vie perso et la vie perso des gens avec qui tu partages ta vie. Donc, tu vois, faut aussi. En fait, j'ai souvent dit que je jonglais avec 3 balles, qui étaient le travail, le bateau et ma copine. Mais pas 4. C'est-à-dire que je pouvais pas aller, tu vois, les week-ends, j'étais tout le temps, j'étais au moins 3 week-ends par mois en Bretagne, à Lorient. Donc tous les verres avec les potes, tous les mariages, tous ces événements-là, en fait, extra, enfin, qui sortent du triangle bateau, travail, copine, en fait, c'était non par défaut, quoi. Donc c'est énormément de sacrifices pour soi et les autres. Ok. Et alors, cette première période se passe bien, je suppose, pour te lancer dans l'idée de faire la suite? Ouais, ouais, la saison 2018 se passe super bien. Je fais un podium sur la mini en mai. Donc course de 4 jours en fait en Atlantique là entre au départ et à l'arrivée de la Trinité, et ça se termine par un super podium sur la course des Sables des Açores. Donc je fais troisième aussi sur cette course là, donc une super saison, hyper content, mais Génial. très 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 fatigué à la fois physiquement et moralement. Et du coup, à partir de d'août, en fait, je j'ai pas touché au bateau entre août et décembre 2018. Donc, Ok. Ok. grosse Grosse cure pause de de. 4 mois. Ouais. Et ouais, grosse pause de 4 mois. Donc les collègues qui eux en fait étaient à temps plein sur le projet. Enfin, en tout cas ceux, enfin, pas tous les ministres sont évidemment pas à temps plein, hein, mais ceux qui jouent aux avant-postes, eux sont en majorité, très grande majorité à temps plein. Eux ont repris des entraînements en fait à l'automne, et moi j'ai complètement choqué. J'ai dit non, si je recommence dès maintenant, je vais juste mourir. Donc j'ai fait une grosse pause de 4 mois, ouais, à ce moment-là. Ok. Et alors arrive Noël 2018, là on est sur la fin de première année de qualification aussi, tu étais qualifié déjà à ce moment-là? Ouais, à ce moment-là, du coup, j'étais qualifié. La question, c'était vraiment est-ce que je vais y retourner ou pas. Et en fait, c'était pas évident pour moi. J'ai même hésité à revendre le bateau en fait à ce moment-là, parce que en fait, il m'a semblé à ce moment-là comprendre que
En fait, l'objectif que j'avais était pas aligné avec les moyens dont je disposais, non pas financièrement, mais en termes de temps, quoi. Donc en fait, alors la course des Sables et Açores s'est super bien passée, mais j'ai bien vu que j'avais alors du mal à aussi bien marcher que ceux qui faisaient que ça. La raison, c'est un, je suis pas meilleur qu'eux en bateau. Et deux, en fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est le temps passé à s'entraîner, à tuner le bateau et à s'entraîner sur l'eau. Et donc, si je suis pas meilleur qu'eux à la base et qu'en plus j'ai moins de temps, ça ne pouvait pas marcher en fait. Malgré ça, j'ai quand même décidé de me relancer dans le truc. Me demande pas pourquoi. Je pense un des piliers de la décision, c'était que la vie normale à Paris, en fait, moi, ça me convient pas trop, donc j'ai besoin en fait d'avoir ce projet à côté pour avancer, quoi. Sinon, je pense Mhm. que je poserais trop de questions. Et donc là, pareil, la saison 2019, c'est aussi très bien passé. Il y a eu quelques doutes en fait, mais j'ai réussi à faire aussi des belles courses, notamment un podium. Je fais deuxième au Mini Fastnet, l'aller-retour en Irlande en double. Et Super. ensuite, ça s'est super bien terminé avec la Mini où j'ai réussi à faire également deuxième. Bien au-delà des espérances que je pouvais avoir en fait en cours de route, quoi. Donc non, c'était une super année. Quand tu dis que tu fais deuxième, pour comprendre, du coup, est-ce qu'il y a des classes un peu comme dans la Route du Rhum par bateau? Est-ce que c'est Ouais, comment on doit comprendre du coup ça? ouais. Donc en fait, il y a deux classes. Donc tous les bateaux font 6,50 m et on est tous tout seuls. Donc à 90 bateaux au total. Et en fait, il y a deux classes parce qu'il y a des bateaux dits prototypes et des bateaux dits de série. Et donc qui sont différents parce que les bateaux en prototype, les bateaux prototypes en fait sont en fibre de carbone, ils ont des quilles plus longues, des mâts plus hauts, ils ont le droit à des ballasts. C'est des bateaux un peu plus compliqués technologiquement. Les bateaux de série, c'est des bateaux qui vont en moyenne moins vite parce qu'en fibre de verre, avec des mâts moins hauts, des quilles moins longues et pas de ballast et pas de dérive. Euh, et donc, en fait, tu te bats que avec les bateaux de ta catégorie. Donc, la première fois, j'avais fait en prototype. Et la deuxième fois, en fait, parce que je savais que j'allais avoir moins de temps pour bricoler, j'ai fait en bateau de série. Et donc, je suis arrivé deuxième des bateaux de série. Ouais. Excellent. Ah, c'est bravo, bravo. Et on n'a pas parlé des résultats d'ailleurs de la première mini. T'es content de ces résultats? Comment est-ce que... Ouais, j'étais très content déjà parce que rien que être au départ, c'était un rêve. Être à l'arrivée, c'était quand même bien. J'ai fini neuvième et donc j'avais un objectif moi de faire dans le top 10, donc j'étais aussi les trois objectifs étaient remplis. Ouais. Mais j'avais retenu un peu la frustration d'avoir un bateau j'avais un vieux prototype. J'étais en prototype la première fois, un bateau un peu plus vieux que les autres et donc j'avais un peu la frustration d'être limité par le potentiel du bateau, en tout cas à la fin de mon projet. Euh, et donc, j'étais bien content de partir en série la deuxième fois parce qu'au moins, tu étais plus à armes égales avec tes concurrents. Ah, tu m'étonnes. D'ailleurs, tu sais expliquer, tu les connais bien ou pas, les autres personnes du podium? Et est-ce que tu sais expliquer pourquoi ils sont passés devant? En 2019, Ouais. alors sur le podium, il n'y en avait qu'un qui était devant. C'est Ambrogio et Ambrogio Beccaria, qui est un marin extrêmement talentueux, un Italien. Le plus énervant, c'est pas tellement sa vitesse et le fait qu'il est toujours devant, c'est qu'il est en plus de ça hyper sympa. Donc, ça- il pose beaucoup de problèmes parce que tu n'arrives pas à ne pas l'aimer. Non, un grand bravo à lui. Il a survolé le circuit mini pendant 2 ans en gagnant absolument ou presque toutes les courses, sauf une ou deux. C'est un marin brillant et j'espère qu'on le verra sur des bateaux plus gros et sur le devant de la scène sur d'autres circuits. J'espère un jour, par exemple, qu'il fera le Vendée Globe. Il a tout d'un mec qui peut gagner une course comme ça. Ok. Tant qu'on est sur d'autres types de courses, la mini s'est terminée en fin 2019. Qu'est-ce qui se passe derrière pour toi dans le programme de la voile?
Le problème de la voile, c'est une bonne question. Donc, le mini pour moi, c'est terminé. J'ai eu ma dose. Pour l'instant, je suis retourné travailler hein, à Paris. Et j'essaie, je réfléchis un peu à la suite. Pour l'instant, j'ai pas de projet en cours, mais j'essaie de monter. Ouais, j'essaie de voir ce que je peux faire comme bateau enfin, sur des bateaux. J'aimerais bien évoluer vers des bateaux plus gros. J'hésite entre le Figaro et le circuit du Figaro et la classe 40 pour participer notamment à la route du Rhum. Et je m'oriente plutôt du coup vers le classe 40. Les temps qui courent, chercher de l'argent, c'est un peu plus compliqué que normal, encore plus compliqué que normal. Du coup, le projet est en pause pour l'instant et j'espère que je pourrai avant la fin d'année continuer à chercher des partenaires pour faire du bateau comme ça. Ouais. T'as eu des partenaires sur cette mini 2017-2019? Non, 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 j'étais coque blanche, voile blanche, ciré sans logo. Non, j'étais en fonds propres à 100%. En fait, pour la seule raison, c'était que j'avais, enfin, deux raisons. La première, c'était que j'avais pas le temps de chercher des partenaires en plus de la préparation du projet et de la navigation. Et la deuxième raison, c'est que j'avais la chance d'avoir les moyens de pouvoir le faire sur fonds propres. Alors c'est aussi parce que je travaille en parallèle. Donc j'ai quasiment dépensé tout mon argent en fait dans le bateau en fait pendant 2 ans. Donc, là, j'essaie juste de passer d'un stade où je me fais mal la semaine pour gagner de l'argent que je dépense le week-end en bateau. J'essaie de passer de ce stade-là à un état où on me donnerait de l'argent directement pour faire du bateau. Ok, C'est quand même plus pratique. c'est quand même plus pratique. Ouais. Donc tu viserais, si je comprends bien, soit Figaro, soit la route du Rhum 2022. Ouais, c'est ça, avec une préférence pour la route du Rhum, parce que c'est plus lié en fait à mon skill set en fait en termes de voile. C'est-à-dire que j'ai plus un profil de course au large plutôt qu'un profil Figaro Ok, pour ouais, très l'instant. bien. Et alors, du coup, toi qui fais de la voile depuis quand même très longtemps, est-ce que tu as des gens en particulier que tu admires, des gens qui t'inspirent, d'ailleurs pas forcément que des voileux? Bah ouais, forcément. J'ai grandi la personne qui m'a le plus inspiré et à qui je dois d'avoir fait la mini 2 fois, c'est clairement Isabelle Yoshke. Hein. Ça, je t'en avais parlé tout à l'heure, mais c'est grâce à elle que je fais du mini. Donc c'est elle qui m'a vraiment, c'est une rôle modèle clairement pour moi. Et donc elle va participer au prochain Vendée Globe et je lui souhaite toute la réussite qu'elle mérite dans ce projet-là. Sinon, il n'y a pas besoin d'aller voir très loin en fait des gens qui m'inspirent, mais ma bande de copains du bateau, en fait, c'est des gens que j'admire parce que non seulement ils naviguent très bien, mais ils gèrent très bien l'équilibre en fait bateau vie perso. Euh, Tu vois, des gens comme Tanguy le Turquet, des gens comme Clarisse Kremer, des gens comme Stan Turet enfin, ils sont tous différents et ils ont tous la même joie de naviguer et c'est des gens qui sont très rafraîchissants en fait dans le milieu de la voile quoi. Tu vois, c'est des gens, c'est pas des gens qui ont tous grandi dans le bateau, qui ont fait que ça tout le temps. Ils amènent une perspective différente qui est rafraîchissante ouais, dans un écosystème comme celui de la course. Ouais, carrément. Tiens, donc on est sur l'équilibre vie perso, vie pro. Tu parlais de tes 3 balles tout à l'heure. Est-ce que tu Ouais. es aujourd'hui à l'équilibre sur tes 3 balles ou est-ce qu'il y en a une qui penche plus que l'autre? Ah il n'y a plus là-bas le bateau, hein, donc depuis janvier, il y a plus que 2 balles, donc c'est beaucoup plus facile à jongler. Euh, et ça me permet de passer plus de temps du coup en couple et ça, je pense que enfin moi j'en avais besoin et le couple pas forcément, mais en tout cas moi j'en avais besoin et non donc
c'est un super confort que enfin, il y a moins de, ouais, j'ai plus de temps pour moi et pour mon couple, quoi. Donc c'est cool. Et elle te soutient dans cette activité? Elle en fait peut-être elle aussi d'ailleurs? Donc Victoire, ouais, Victoire fait du bateau. Alors pas en course et pas en solitaire, mais on navigue parfois en croisière tous les deux. Ouais. C'est important, ouais. En fait, il faut vraiment trouver la place de ça ou son plus un dans ses projets bateaux parce que on donne tellement tout que bah, si la personne n'est pas on board, ça marche pas, ça va pas bien loin, quoi. Donc c'est important en fait de trouver la place de son partenaire dans des projets comme ça, quoi. Tu as des frustrations un peu dans ta carrière jusqu'ici, des éléments dont tu es triste ou que tu regrettes un peu? Bah, on est encore un peu jeune pour regretter, hein, mais certaines choses. Mais non, non. Pour l'instant, non. Ça pouvait être frustrant par moments cette année comme je disais tout à l'heure, de ne pas avoir forcément les moyens de ses ambitions. Mais ça s'est très bien fini et je pense que même en mettant plus de temps, j'aurais jamais pu aller plus vite comme Brojo. Donc, non, non, finalement, pas de regret, en tout cas pas à ce stade. Ouais. Je pense qu'un regret que je pourrais avoir, c'est de pas tout donner pour poursuivre en fait d'autres projets bateaux. Je pense qu'il faut pas que je lâche. Enfin, j'en ai besoin de ces projets bateaux. Il faut pas que je tombe dans la facilité de, euh, de- du quotidien et tu vois, faut pas que je. C'est un regret que j'aurai peut-être un jour, mais que j'espère pas, mais que j'ai pas encore en tout cas. Donc si je comprends bien, ça veut dire que potentiellement, tu te dis que mener une vie trop simple, trop citadine, risque de te faire oublier les autres défis voileux? La vie citadine n'est pas simple, hein. Je- Non, je dis juste que enfin, personne va venir te voir et te donner un chèque pour que tu faire la route du Rhum, en fait. Donc, si tu te fous pas un coup de pied dans les fesses pour aller chercher, euh, pour aller monter des projets comme ça, pour aller continuer à, à faire du bateau, en fait, personne va le faire à la place. Donc, c'est sûrement un truc que pourraient se dire beaucoup de gens, hein, pas ceux qui font du bateau, hein, mais je pense qu'il faut pas que je tombe faut pas que la vie fasse son cours et que je me réveille un jour à 40 ans et que je me dise, bah, en fait, merde, mon rêve, c'est de faire le Vendée Globe et ce sera jamais le cas, quoi. Et alors si tu veux te lancer dans la route du Rhum en premier, tu ferais confiance à qui pour te former justement pour ça? Est-ce que tu fais beaucoup de tâtons, on va voir ce que ça donne, ou est-ce que tu as quelqu'un qui peut t'aiguiller? Ah, dans la préparation des projets, bah, moi je crois beaucoup à l'écosystème lorientais et notamment Tanguy Le Glatin que j'avais cité tout à l'heure. Et je pense que le jour où je me relance dans un projet, je travaillerai avec lui et mes mêmes fournisseurs euh, dans la prépa du bateau, tu vois. Donc, je pense que je n'irai pas chercher ailleurs. Je pense pour préparer un projet, si j'en ai d'autres, ce sera à Lorient. Mais pour moi, c'est un écosystème que j'ai construit sur mes deux derniers projets et puis tous mes amis sont là-bas, donc il n'y a pas trop, pas trop à réfléchir. Et alors sur la semaine, typiquement quand tu travailles 5 jours sur 5 dans le conseil, Ouais, comment tu fais pour caser du temps pour aller faire du média? du média comme quoi, par exemple? C'est-à-dire que on avance dans le projet de la route du Rhum. Dans un an, il y a potentiellement un partenaire. Comment tu vas réussir à libérer du temps pour accorder ce temps à la Ah, c'est une visibilité bonne média question. que ça requiert? Bah, ouais, je pense que j'arrive malheureusement, je pense qu'un jour, je vais arriver au point où je peux pas à la fois poursuivre une carrière dans le conseil et avoir des projets tels la route du Rhum ou autre. Donc, Ouais. il y aura un moment où il y a un choix il faudra faire un choix et j'espère un jour avoir ce choix-là. Euh, et- mais ouais, je pense qu'on ne peut pas avoir un projet sportif et vouloir faire une bonne place à des courses comme la Route du Rhum et continuer à travailler 5 jours sur 5 en même temps. Ça ne marche pas. Ouais, non, ça ne marchera pas. Mais c'est un choix pas évident parce que c'est vrai que ça veut dire aussi sortir de ce confort que tu peux voir et que la société française a quand même bien fait avec les CDI.
Ouais, c'est sûr, mais je pense que c'est pour ça. J'admire beaucoup le parcours de gens comme Stéphane Le Diraison, tu vois, ou Fabrice Amédéo, qui du coup ont fait des allers-retours en fait entre ce que j'appelle la vraie vie et la vie bateau. Et un jour, en fait, se sont dit, bon, en fait, je peux faire les deux et je bascule, quoi. Mais je pense que on peut mener, et tout le monde, hein, pas que ceux qui font du bateau. Je pense que tu peux avoir des projets en plus de ta vie professionnelle classique jusqu'à assez loin, quoi. Ça, je pense qu'on j'en suis pas là encore aujourd'hui, hein, parce que la Mini, c'est quand même qu'un niveau semi-pro. Euh, mais je pense que c'est un des parcours comme ça, je les regarde avec beaucoup d'attention parce que tu vois que en fait, c'est un peu plus possible que tu ne pourrais le penser à la base. Ouais, carrément. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait aujourd'hui te poser cette question? C'est quoi la force intérieure qui te pousse à te dépasser? Euh, si on fait enfin, il y a 4 mois, je me réveillais de sieste au milieu de grains tout seul au milieu de l'Atlantique. Là, il y avait un peu plus de force qui me poussait à me dépasser que là en me réveillant chez moi pendant le confinement. Non, en mer, tu as vraiment une force qui te pousse. À terre, pour moi, c'est plus le manque de bateaux qui me pousse en fait. Faut que j'arrive à utiliser ce manque, cette frustration pour monter le projet. Et donc, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire sur la route du Rhum, quoi. Mais alors, du coup, pourquoi plus grand? Qu'est-ce qui t'anime à aller chercher encore un plus grand défi? Tu peux pas forcément faire plus petit que le Mini, déjà, parce que c'est les bateaux de course au large les plus petits qui existent. Ok. Et non, la Mini, c'est souvent un tremplin vers. En fait, si tu veux faire carrière dans le milieu de la voile, tu commences par le Mini, et ensuite tu évolues vers d'autres supports qui sont, du coup, par construction, comme ils sont différents, ils sont forcément plus gros. Ça permet de faire aussi des courses qui vont plus loin. On ne pourrait pas faire le tour du monde, par exemple, en Mini. Donc, tu vois, si à la fin, t'ambitionnes, si le rêve de presque tout marin, c'est de faire le Vendée Globe. Après, il faut juste trouver les marches qui te mènent en fait au Vendée Globe. C'est bien de progresser sur des bateaux forcément de plus en plus grands pour franchir le pas, quoi. Ok. Dans la préparation de la Mini, t'avais des courses en simple et des courses en double, si je me trompe pas. Ouais, Donc, t'as testé les deux. Pourquoi tu ouais. préfères le seul? Alors j'aime aussi beaucoup le double. Tu vois, j'ai navigué avec des gens comme Sam Goodchild. J'ai navigué avec Conrad Coleman une fois, j'ai navigué avec Yves Le Blévec aussi en mini. C'est des gens qui. J'adore le double parce que déjà, tu apprends énormément en Hmm. fait de l'autre, surtout quand tu navigues avec des gens comme ça. Tu as tendance à regarder comment ils font plutôt que l'inverse. Donc j'aime beaucoup le double. Il y a une vraie complicité, un vrai travail d'équipe, beaucoup de liens qui se nouent avec des gens que tu connais pas forcément très bien en dehors de la voile. Donc j'aime beaucoup ça, mais je préfère le solo, ça c'est sûr. Je pense que tu vas quand même plus loin en termes de dépassement de toi. Deuxième point, je pense que le mental est encore plus important. Moi, je suis forcément un peu moins affûté techniquement par rapport à mes concurrents directs qui s'entraînent plus que moi. Donc j'aime bien quand les conditions nous poussent dans nos retranchements et qu'il faut aller chercher un peu les ressources un peu plus loin que d'habitude mentalement. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien le solo. Est un À la fin, donc troisième point, je pense qu'à la fin quand tu touches terre après, à la fin de ta course, tu as ce luxe de pouvoir qui arrive rarement en fait dans la vie. Tu as ce luxe de pouvoir te dire, ok, bah, entre le point où j'ai quitté le ponton et le point où je suis revenu, je suis arrivé, en fait, tout ce que j'ai fait, tout ce qui s'est passé, en fait, c'est à cause ou grâce à moi et que moi. Euh, et, et ça, c'est un sentiment qui est quand même assez énorme en fait à l'arrivée des courses en solo. Euh,
Alors évidemment, on prépare pas nos projets tout seul, hein. Moi, j'aurais jamais pu faire ce projet sans ma copine Victoire, entre autres. Donc, c'est un projet qui se prépare tout seul, mais une fois que tu es en mer, tu es tout seul et pouvoir compter que sur toi et savoir que c'est toi qui tout fais, en bien ou en mal à la fin, c'est un luxe. C'est hyper fort comme sentiment. Et voilà. Et sur les courses en double, j'ai remarqué aussi que souvent je m'effaçais un peu par rapport à l'autre. Euh, Tu vois, donc si moi j'ai une idée et que l'autre a une idée, bah j'ai très facilement tendance à dire ok, bon bah on prend ton idée. Ok. Ça me fait remarquer en fait au fur et à mesure. Donc voilà, c'est ces raisons-là qui font que je préfère le solo, quoi. Ok, ok, non mais c'est intéressant effectivement. J'ai un peu la sensation effectivement dans l'autre sens, tu vois, d'avoir tendance à te dire quand on est deux, moi je vais un peu comme toi écouter ce que dit l'autre, Ouais, mais je vais plutôt avoir tendance à m'effacer dans le sens, je suis pas sûr de ma décision. ouais. Et du coup, la tienne a l'air intelligente, donc allez, on va Donc partir allons-y, sur ouais. ça. Et c'est vrai que Non, et puis, ça peut. ouais, et puis se retrouver, enfin, tu t'es tout le temps, tu as une sorte d'adrénaline énorme parce que en solo, tu vois, le moindre pépin technique, il peut être mais enfin, très très dur à gérer tout seul. Tu vois, donc tu as quand même vraiment l'impression d'être tout le temps sur le fil du rasoir et c'est forcément plus fort en termes de sentiment à l'arrivée, quoi. Euh, Tu vas savoir que si tu tombes à l'eau, bah si tu tombes à l'eau et que t'es pas accroché, c'est fini pour toi. S'il faut réparer un truc, monter en tête de mât, bah, à deux, c'est faisable. Tout seul, c'est beaucoup plus chaud. Enfin, tous ces trucs-là font que le solitaire, c'est vachement plus grisant, quoi. Ouais. Et puis quand t'as la sensation effectivement que tout le mérite te revient à toi, donc c'est. Ouais, ça faut faire gaffe parce que, enfin, t'as raison, hein, et ça nous renvoie un peu dans nos 22 parce que c'est des projets hyper égoïstes, hein. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Faut pas tomber dans le, faut pas déjà qu'on a tendance à faire que du bateau, enfin à toujours penser au bateau, à faire que ça tout le temps pendant 2 ans, toute ton énergie est tournée vers ce projet-là. Euh, En plus, se dire que c'est tout grâce à toi à l'arrivée, tu vois, faut faire un peu gaffe. Euh, mais ouais. T'étais un peu stressé ou pas les 2-3 semaines qui précèdent le départ de tomber malade, de te casser un truc, de. En fait, j'ai été stressé, mais pas forcément pour les mêmes raisons que la première fois. Donc là, en 2015, tu vois, j'avais une boule au ventre, mais t'imagines même pas. Je pouvais plus rien manger à partir de 48 heures avant, mais j'étais mais noué, j'avais le ventre noué, mais en permanence. J'étais stress total. Et ce stress, il venait de juste, je suis capable, quoi. S'il se passe un truc, un problème technique, comment je vais faire pour réparer, mais je vais savoir où aller. Enfin, juste une heure de Douarnenez, c'est cool, mais du coup, tu vas où? Tu vis quoi? Tu vois, il n'y a pas de comment je fais ma stratégie. Est-ce que je vais me tromper? On va se moquer de moi quand les gens vont voir la route que je fais sur la carte. Tu vois, donc un stress vraiment d'être capable, quoi. Et la deuxième fois, j'étais aussi, enfin, pas stressé, mais concentré, quoi. Parce que je voulais à tout prix faire un super résultat, quoi. Donc j'avais plutôt le trac de la perf plutôt que la peur de l'inconnu, quoi. Euh, donc voilà. Et j'ai eu la chance de ne pas avoir d'accident. Tu vois, il y a un bon copain qui s'appelle Arnaud Machado qui a eu un accident de vélo quelques jours avant le départ et qui du coup n'a pas pu participer. Tu vois, donc comme quoi ça se joue vraiment à rien parfois. Donc je pense pas à lui, il est tout juste revenu de son accident-là, donc ça durait vachement plus longtemps que prévu, mais tu vois, ça se joue à rien, quoi. C'est sûr que c'est un piqûre de rappel. Ouais. T'as des défis secrets en particulier, Nicolas? Non, non, non. Le défi de vouloir aller plus vite que les autres tout le temps sur 2 semaines à travers l'Atlantique, c'était déjà un assez gros défi pour moi. Je me suis rien rajouté en plus. Ok.
Alors, en général, je pose la question de est-ce que tu veux t'arrêter. Comme on est au début de ta carrière, je vais la transformer un peu différemment, ma question. Ouais. Je vais plutôt demander est-ce que tu comptes arriver à cette décision un jour de devoir choisir entre le bateau et ton métier? Alors, j'espère arriver à un point où, enfin, j'espère pouvoir être dans des conditions où je pourrais appuyer sur le bouton Go et tu vois, et donc prendre le choix de me consacrer à temps plein en course au large, clairement. Mais je serais pas, c'est pas un ticket, c'est pas un aller simple. Je pense qu'il faut aussi réfléchir au moment où ça me fera plus marrer de porter le plus grand spi en dormant le moins possible, en allant plus vite toute la nuit sans dormir à la barre. Je pense qu'il y a un jour où j'en aurai aussi marre. Parce que parfois notre sport, ça ressemble aussi c'est quand même un sport de débile et ça ressemble aussi à ça. Donc je pense un jour j'en aurai marre et donc je me dis qu'il y a le point où je voudrais bien y aller et il y aura aussi un moment dans ma vie où je me dirais bon bah stop, maintenant je retourne à la vie normale et à la vraie vie. Et donc ça faudra aussi prendre cette décision là un jour et pouvoir faire ce détour, c'est un luxe que j'espère pouvoir m'offrir dans ma vie quoi, ça c'est sûr. Et alors, un de tes rêves, tu parlais tout à l'heure, c'est le Vendée Globe. C'est quoi cette admiration incroyable pour cette course? Bah, je la partage avec beaucoup de monde, hein, cette admiration. C'est un événement qui génère beaucoup d'enthousiasme en France et dans le monde. Bah, pour moi, c'est un peu nous humains, il y a pas, déjà, il n'y a pas de terrain de jeu plus grand que celui du Vendée Globe. C'est-à-dire que tu vois, même Pékin Express, c'est pas le tour du monde, quoi. Donc je trouve ça assez joli d'avoir une épreuve sportive qui du coup fasse vraiment qui soit le plus grand terrain de jeu qui soit. Mhm. Et inversement, tu vois, ce monde où on est 7 milliards je crois, dedans, bah, en faire le tour tout seul, c'est assez élégant. Et tu vois, c'est un beau pied de nez en fait à l'immensité du monde que de faire le tour tout seul. Et, et voilà, je pense que c'est pas même la notion de bateau, c'est même secondaire, tu vois. Ce serait un tour du monde en vélo ou tu vois, ou en avion à pédale, enfin, un truc à base de force humaine, peu importe le moyen de transport. Je pense que je le ferais, ça me ferait aussi rêver. Donc, ouais, ça va au-delà de l'aspect sportif. Je pense que c'est la course qui sublime, tu vois. Moi, ce qui me plaît dans la course au large, c'est le fait que ce soit de l'aventure et du sport. Bah, tu vois, tu peux pas faire plus aventure que le tour du monde tout seul, quoi. Euh, Et donc sans voilà. escale et sans assistance. Ouais, oui, oui, oui. Mais même avec escale et même avec assistance, ce serait déjà super dur. Donc, Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut se lancer dans la voile? Qu'est-ce que tu lui dis? Excuse-moi, dans la course en large. ouais. Si quelqu'un veut se lancer en course au large, qu'il ou elle fonce, hein, c'est un sport hyper complet. Il faut être entrepreneur, sportif, multitasker. Enfin, c'est une superbe école. Le conseil que je lui donnerais, c'est de commencer par la mini transat. Parce que ça permet d'apprendre le métier en fait en un an ou 2 ans. Donc vraiment, ce serait de foncer faire la mini transat parce que c'est vraiment une école de vie. Moi, j'ai appris énormément de choses en fait par ces projets-là et c'est une super première étape en fait dans le parcours de la vie de marin. Mais je les mettrai en garde aussi vis-à-vis des sacrifices que ça demande à soi et aux autres. Ça, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Mais tu vois, il y a d'autres projets que la mini transat. Tu vois, moi, enfin, le conseil que je donnerais plus largement aux gens, parce que les gens qui veulent faire de la course au large, il y en a beaucoup, mais c'est pas la majorité des gens. C'est de se lancer dans les projets qui les font vibrer, quoi, et qui, tu vois, c'est ce rêve qu'on a toujours eu, en fait, faut pas le laisser passer. Euh, et il y a vraiment moyen
il y a toujours moyen de faire des projets qui vous sortent, sortent du quotidien, quoi. Il y a toujours moyen tu vois, d'entretenir une flamme en fait en parallèle de sa vie, de sa vie normale. La flamme, elle est plus ou moins compliquée à entretenir parce que tu vois, tout le monde peut pas faire du bateau en parallèle de sa vie, tu vois, sa vie professionnelle. Ce serait utopique de penser ça, mais chacun à son échelle, en fait, peut se lancer des projets. Et ça, je pense qu'il y a une leçon que j'ai retenue de mon parcours jusque-là, c'est ça, quoi. Comment on fait pour te suivre, Nicolas, pour les prochains projets? Euh, comme tu vois, j'ai une page Facebook, Nicolas Desté, skipper, j'ai un site internet. Ça me ferait plaisir d'avoir un retour des gens qui pourraient nous écouter. Ok. NicolasDesté.com, t'as dit? J'ai pas entendu. Ouais, et il y a une newsletter, donc j'écris, moi j'aime beaucoup écrire, partager, et du coup j'ai une newsletter que j'entretiens assez régulièrement, et donc les gens peuvent s'y inscrire via le site internet. Ok. Nicolas, une dernière question avant on se quitte. T'as dit que le projet date de tes 12 ans. Ouais. Si demain tu rencontres Nicolas qui a 12 ans, tu lui dis quoi? Euh, je lui dis, écoute les gens qui te disent d'attendre et de faire des études avant de te lancer dans ce projet-là. Parce que bah moi je pense que j'ai bien fait d'attendre. J'ai eu la chance de faire des études d'ingénieur qui me permettent d'avoir un travail aujourd'hui qui me permet le jour où je peux plus faire de bateau de retourner à une vie professionnelle enrichissante d'un point de vue perso. Euh, donc, euh, ouais, je lui dirais d'écouter les gens. Mais du coup, je sais pas s'il m'écouterait plus que les autres gens. Mais oui. Bon, bah écoute, Nicolas, merci pour ce temps ensemble. On te souhaite beaucoup de courage pour le prochain projet qui commence déjà depuis quelques mois, Yes. qui prendra son temps. Et puis, on a hâte de découvrir la suite des défis pour toi. Bah, merci beaucoup, PA. Merci à toi. Et bien, bonne journée à tout le monde. Ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. À bientôt!